Bonjour citoyens, bienvenue sur Ctema, une nouvelle chaîne où je vous propose de découvrir les réalités concrètes qui se cachent derrière les événements historiques. Nous les envisagerons sous l'angle le plus terre-à-terre possible. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. And that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Pour commencer, nous allons aborder l'aspect le plus ennuyeux de l'économie ou de la stratégie. Donc, le plus important. J'ai nommé la logistique. Quand vous mangez ceci, ou que vous buvez cela, ou encore que vous regardez cette vidéo sur votre tablette ou votre ordinateur, est-ce que vous avez pensé à tous ceux qui ont gâché leur nuit afin que ces biens de consommation arrivent à l'heure au magasin? Les quais de déchargement d'une grande surface à 5 heures du matin, c'est vrai, c'est pas très glamour. Mais je vous invite quand même à aller visiter ça une fois, à l'occasion peut-être d'une mission d'intérim. C'est très instructif, d'un point de vue humain, je veux dire. La logistique, c'est tout ce qui concerne le transport d'une marchandise d'un point à un autre. Non seulement le moyen de transport lui-même, l'avion, le camion, le bateau, mais aussi la manutention et toute l'organisation qui va avec. Alors, je vais essayer de vous montrer que la logistique est un facteur clé qui détermine à la fois la taille des empires, la taille des armées, bien sûr, mais aussi le niveau intellectuel des peuples et les régimes politiques. Étonnant? Voyons ça. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi les Chinois n'ont jamais mis au pas ces putains de Mongols qui leur ont pété les couilles pendant des millénaires. En gros, depuis que la Chine existe. C'est vrai, pourquoi se sont-ils embêtés à construire ça plutôt que de leur péter tout simplement la gueule? Vous vous êtes peut-être aussi demandé pourquoi un empire aussi puissant que Rome n'a jamais réussi à conquérir la Germanie. Alors j'entends des petits malins qui vont me dire « C'est le désastre de Varus. Je suis au courant. » Alors, pour rappel, le désastre de Varus, c'est une brillante défaite militaire que le général romain Varus a subie dans la forêt de Teutobourg en l'an 9 après Jésus-Christ. Il avait fait confiance à Arminius, qui était un Germain et qu'il croyait être dans son camp. Arminius a tout simplement organisé une embuscade et 3 légions y sont passées. Mais bon, Rome en a vu d'autres. Alors pourquoi ne sont-ils pas revenus 10 ans ou 15 ans après pour venger leur mort et finir le travail? Pourquoi? Avec une bête de guerre comme ça ne devrait pas être trop difficile. Eh bien, ils sont revenus. Et pas 20 ans après, non, seulement 6, sous les ordres du général Germanicus. Alors, Germanicus, ça veut dire celui qui a pété la gueule aux Germains. Ils ont des surnoms super sympas à Rome. Germanicus qui a pété la gueule aux Germains, Britannicus qui a pété la gueule aux Bretons, Africanus qui a pété la gueule aux Africains, Particus, Dacicus, Gallicus, vous pouvez comme ça décliner à l'infini. Vous connaissez l'expression « il ne vaut pas la corde pour le pendre ». Eh bien, du point de vue romain, c'est exactement ça. Les Germains ne valent pas la corde pour les pendre. Le soldat romain, il est prêt à risquer sa vie pour sa patrie. Pas de problème. Après tout, il est payé pour ça. Mais pour envahir un pays comme la Germanie, couvert de forêts obscures, non, ça n'en vaut pas la peine. Et puis, le contribuable grec ou égyptien, la Germanie, il s'en tamponne. Vraiment. Au fond, c'est comme tout. C'est une bête question de rapport qualité-prix. Alors, j'en reviens à la logistique elle-même. Il y a une distance maximale au-delà de laquelle il n'est plus rentable de faire du commerce ou de ravitailler une armée. Cette distance ne se calcule pas a priori. Elle dépend de tout un tas de facteurs, c'est
super compliquée. Et on la détermine en fait par tâtonnement, par l'expérience, en se trompant bien souvent. Alors tout à l'heure, je vais vous faire quelques calculs, mais gardez à l'esprit tout le temps qu'il s'agit simplement d'un ordre de grandeur, rien de plus. Et si je vous annonce 100 km, ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, ça veut dire simplement que ce n'est pas 1000 km. Ces facteurs sont extrêmement nombreux. Par exemple, ce sera le relief, la présence de fleuves, les moyens de transport disponibles à l'époque, ou encore le climat. Pour bien comprendre le problème, prenons la situation de base. Vraiment de base. Merci. Vous êtes un homme préhistorique et vous ne savez pas encore utiliser le cheval pour transporter vos affaires à votre place. On va supposer quand même que vous êtes un homme vigoureux et que vous pouvez porter sur vous quelque chose comme 30 kg. Supposons que vous ayez 15 kg de biface à vendre, ce qui représente à peu près 30 ou 40 lames. On va enlever aussi 10 kg d'équipements divers, une gourde pour boire, de quoi faire du feu, de quoi se protéger de la pluie, et puis quelques armes pour se protéger des bêtes féroces. Il vous reste donc 5 kg pour la nourriture. Comme vous êtes un homme, que vous avez de l'activité physique, il faut compter, disons, 1 kg par jour. Voilà, 1 kg par jour. Ce qui nous fait 5 jours de marche. À raison de 20 km par jour, puisque les routes ne sont pas très bonnes, ça va vous faire une distance maximale de 100 km. Voilà, vous ne pourrez pas dépasser cette distance en étant raisonnable. Et je suppose évidemment que vos 15 kg de biface valent beaucoup plus que les 10 kg de nourriture que vous avez utilisés pour faire le trajet. Oui, 10 kg parce que vous devez tenir compte du retour. Et je suis parti du principe que vous alliez acheter votre nourriture sur place. En faisant ce genre de calcul, on comprend bien pourquoi, pendant très longtemps, le commerce à longue distance a été réservé à certaines marchandises. Des marchandises légères, peu volumineuses, imputrescibles et à forte valeur ajoutée. Typiquement de l'encens, des gemmes, des épices ou de la soie. Bien, maintenant, si je transporte de la nourriture pour une armée, je vais avoir un problème équivalent, mais multiplié dans des proportions effarantes. Au-delà d'une certaine distance, je vais consommer plus de nourriture pour réaliser le transport lui-même que ce que je vais pouvoir livrer effectivement à mon armée. Le stratège chinois Sun Tzu estimait à 1000 li la distance maximale que pouvait parcourir une ligne de ravitaillement. Alors vous allez me dire, la Chine est bien plus grande que ça. Donc pour constituer cet immense empire, il a bien fallu que des armées s'enfoncent de beaucoup plus que 1000 li dans le territoire ennemi. C'est vrai, très vrai. Alors comment elles ont fait? C'est simple. On pille, pas le choix. C'est vraiment pas qu'on ait envie de piller, vous comprenez? On y est obligé. Pour se nourrir. Vous pouvez pas nous refuser ça quand même. Bien. Maintenant, examinons ce chiffre de 1000 li et appliquons-le à une armée importante, disons celle de César quand il a envahi la Gaule. Le problème entre la Chine et le bassin méditerranéen n'est pas tellement différent. 10 légions, 50 000 hommes, auxquels on va rajouter 50 000 auxiliaires, des Germains, des Gaulois, ce genre de choses qu'on ramasse sur place. Ça nous fait 100 000 hommes à nourrir. À raison d'1 kilo par jour et par personne, il me faut donc 100 000 kilos de nourriture, 100 tonnes par jour. Alors 100 tonnes, on ne se rend pas bien compte, mais c'est ce qui rentre dans 3 ou 4 semi-remorques, aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut compter sur des chariots de 500 kg. Donc, 200 chariots de 500 kg. À multiplier par le nombre d'étapes nécessaires pour faire les 1000 lits. Alors, une étape, comptons 20 km. 20 km par jour. J'ai donc besoin de 25 étapes.
plus le retour. Donc 50 fois 200 chariots. 10 000 chariots pour nourrir 100 000 hommes, à 1000 lits de distance. Mais mon calcul est faux. Il est faux parce que je n'ai pas tenu compte de la nourriture mangée par les convoyeurs pendant les 50 jours de trajet. Et si je compte qu'il faut 2 convoyeurs par chariot, je vais enlever 100 kg de nourriture sur chaque chariot. Il ne me reste donc plus que 400 kg de disponible. Et si j'ai besoin d'une escorte, eh bien je suis coincé, complètement coincé. Vous savez donc pourquoi les Romains n'ont jamais envahi la Germanie et pourquoi les Chinois n'ont jamais réglé le problème mongol. Les pays à conquérir étaient tout simplement pas assez riches pour faire l'objet d'un pillage en règle. Alors bien sûr, les conditions ont pu évoluer dans le temps. La Germanie, tout le monde le sait, est devenue un pays extrêmement riche. Mais pour cela, il a fallu attendre qu'on invente de nouvelles méthodes de labour qui permettent de mettre en exploitation les terres grasses du nord de l'Europe. Quant à la Mongolie, eh bien non. Non, rien à faire. C'est toujours aussi pourri. Enfin, c'est pas pour être désobligeant. Mais d'un point de vue strictement économique, la Mongolie, ça ne vaut rien. Du moins si je la compare à la Chine. Ne croyez pas que le problème est disparu aujourd'hui. Ça a été par exemple celui du général Leclerc lorsqu'il a envahi l'oasis de Koufra qui était défendue par les Italiens. C'était en 1941 et il est parti du lac Tchad. Et il était véritablement en limite de portée de ses camions. Vous remplacez tout simplement la nourriture par de l'essence et vous avez exactement le même problème que celui de César ou de Sun Tzu. Alors vous comprendrez aussi pourquoi pendant pratiquement toute l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à l'invention du chemin de fer, les armées ont été limitées à quelque chose comme 100 ou à la rigueur 200 000 hommes. Pas plus. Il y en a qui ont essayé de dépasser ce chiffre. Ils ont eu des problèmes, de très gros problèmes. Beaucoup de stratèges ont même estimé qu'une armée de plus de 50 000 hommes, ça va plus vous encombrer qu'autre chose. Même si vous devez conquérir un territoire qui compte plusieurs millions d'habitants. Problème. Alors, 50 000 hommes, c'est l'équivalent d'une ville comme Arles, Belfort ou Vannes. C'est à la fois peu et beaucoup. Si vous avez bien suivi mon introduction, je vous avais dit que la logistique expliquait le niveau intellectuel des peuples et leur régime politique. C'est ce que nous allons voir maintenant. Commençons par le niveau intellectuel parce qu'au fond c'est plus facile. Alors évidemment la logistique n'explique pas tout, mais elle détermine les conditions matérielles qui rendront possible ou non une vie intellectuelle intense. Une fois que ces conditions matérielles sont réunies, il y a d'autres conditions à rassembler, notamment des conditions sociales, de liberté intellectuelle, ou encore partir sur de bons principes scientifiques. Il est de bon ton chez certains philosophes et certains économistes de fustiger la division du travail et le commerce parce que ça permet l'existence de classes sociales oisives, de parasites qui sucent le sang des travailleurs et provoquent de l'inégalité. D'un autre côté, ces mêmes philosophes ont bien besoin d'un peu d'oisiveté, d'un peu de temps libre, d'avoir l'esprit dégagé pour pouvoir réfléchir. Sans commerce, on peut être paysan, on ne peut pas être philosophe. Mais ça va plus loin que ça. C'est aussi une question d'interaction. Plus vous avez de gens qui interagissent, plus il y a de chances qu'émergent des idées nouvelles. Et la première des interactions, c'est le commerce. Les échanges commerciaux ne diffusent pas seulement des biens, mais aussi des technologies et des savoirs. Il n'est pas nécessaire qu'on vous apporte la technologie, ou que vous l'achetiez, ou que vous la voliez. Il suffit que vous sachiez qu'une technologie existe pour trouver de votre côté les solutions. Si vous savez qu'il est possible de voler dans les airs, vous allez inventer l'avion ou le ballon, c'est juste une question de temps. Vous allez trouver les solutions. Si vous savez qu'il est possible de transmettre la voix à longue distance par le biais d'un fil électrique, vous allez inventer le téléphone.
J'en arrive à la politique. Il arrive un moment où la taille d'un empire rend sa gestion extrêmement difficile et invalide ses institutions politiques. Je vous donnerai un seul exemple. En 133 avant Jésus-Christ, l'affaire des Gracques plonge la République romaine dans une crise extrêmement grave dont elle ne va jamais se remettre. Le problème au départ est relativement simple. Le citoyen romain est en même temps un soldat qui doit défendre son pays et pour cela, il est obligé d'apporter son propre équipement à la guerre. Évidemment, ça, plus ça, plus ça, plus ça finit par coûter cher. Mais bon, tant qu'il s'agit de défendre son propre champ, l'investissement est rentable. Et puis bon, tant que vous faites la guerre dans le Latium, près de chez vous, vous trucidez l'ennemi le matin, puis le soir vous êtes de retour à la maison. À la rigueur, le lendemain ou le surlendemain. Mais en tout cas, le repos du guerrier, c'était avec Boban. En revanche, si vous faites la guerre en Grèce ou en Espagne, il vous faudra peut-être 5 semaines rien que pour vous rendre sur place. Et vous allez y passer finalement tout l'été, toute une saison, au mieux. Et vous serez de retour peut-être dans 6 mois, 9 mois, 1 an. Et que se passe-t-il pendant tout ce temps? Eh bien c'est très simple, vous êtes ruiné. Parce que bon, Boban, elle a toutes les qualités dont vous pouviez rêver. Elle est courageuse, elle est belle, elle est travailleuse. Mais les enfants plus les champs, c'est trop. Et elle est obligée de faire des dettes pour survivre. Et à votre retour, vous vous retrouvez à la rue pour avoir servi votre patrie. Super, non? Et c'est d'autant plus redoutable que les riches, eux, n'ont pas les mêmes problèmes, puisqu'ils ont des esclaves qui peuvent s'occuper de leurs champs à leur place. Et même ils peuvent racheter vos champs, puisque vous êtes obligé de vous en défaire à vil prix à cause de vos dettes. De plus, pendant le partage du butin, ils sont un petit peu mieux servis que vous. Donc les riches gagnent sur les 2 tableaux, et les pauvres perdent sur les 2 tableaux. Voilà. Évidemment, une telle injustice a suscité pas mal d'indignation sur le forum. En particulier dans le parti des populares, le parti populaire, dont les chefs, comme de bien entendu, appartiennent à la haute aristocratie romaine. Oui, par exemple, César, Jules César, chef du parti populares, fait remonter son ascendance jusqu'à Vénus. Quand je vous dis la haute quoi. Donc, en 133 avant Jésus-Christ, Tiberius Sempronius Gracchus et son frère Caius trouvent une solution géniale qui va tout résoudre. On va redistribuer les terres du domaine public. Les vétérans perdent leurs terres à cause de leurs dettes? Qu'à cela ne tienne, on va leur en redonner. Malheureusement, Tiberius et Caius Gracchus sont assassinés par le parti aristocratique. Bon, il faut bien dire qu'ils ont un petit peu essayé de profiter de la situation. Oh, pas grand-chose. Simplement, pour faire la distribution des terres, ils ont voulu nommer un triumvirat, un groupe de 3 hommes. Tiberius Sempronius Gracchus, ça fait 1, Caius Sempronius Gracchus, ça fait 2, et Appius Claudius Pulcher, ça fait 3. Bon, Appius, c'est leur beau-père. C'est humain, quoi. Le meurtre aussi, c'est humain. Et puis bon, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Vous redonnez des terres aux paysans, s'ils les reperdent par derrière, ça ne sert à rien. Une telle réforme traite plutôt les symptômes de l'appauvrissement que les causes. L'allongement des distances a eu d'autres effets sur l'armée romaine. Il a fallu la professionnaliser et payer une solde aux légionnaires. C'est chose faite avec la réforme de Marius entre 106 et 103 avant Jésus-Christ. Seulement voilà. La République romaine n'a pas du tout été pensée pour une armée de métier, mais pour une armée de citoyens. Il faut comprendre comment fonctionnaient les élections à l'époque. Plus vous étiez riche, plus vous aviez de poids aux élections, et vous votiez même avant les autres. Et lorsque les riches avaient pris leurs décisions, souvent il n'était pas nécessaire de faire voter les pauvres. Ça peut paraître injuste, mais si on y réfléchit 2 secondes, les droits supérieurs correspondaient à des devoirs supérieurs. Plus vous étiez riche, plus vous deviez fournir votre équipement à la guerre, et plus vous aviez d'obligations militaires. Et si vous étiez très pauvre, vous étiez un prolétaire, et vous étiez tout simplement dispensé du service militaire. Donc il y avait une sorte d'équilibre qui se formait. Et cet équilibre est complètement rompu, mais alors complètement par la réforme de Marius.
Car qui va s'engager maintenant? Pas la classe moyenne. Non, 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 non. Ils doivent s'occuper de leurs champs. Les prolétaires, ceux qui n'ont rien du tout. Mais on ne leur a pas donné les droits qui vont avec. Une autre composante de l'armée, ce sont les officiers, qui eux sont toujours recrutés dans l'aristocratie. Ça change pas. Jamais. Jamais. Par ailleurs, les généraux sont facilement nommés pour 4 ou 5 ans dans leurs provinces lointaines, ces provinces à conquérir ou tout simplement à administrer. On est bien obligé de leur faire confiance. Le temps que des ordres arrivent de Rome, ils sont déjà périmés. Et puis, les généraux sont des gens de confiance, n'est-ce pas? Alors, pendant ces 4 ou 5 ans, ils font à peu près tout ce qu'ils veulent. Ils lèvent des impôts, ils recrutent de nouvelles troupes, ils organisent des grands travaux, ils font et ils défont des rois. Et à l'issue de leur mission, ils doivent se soumettre aux ordres d'un consul qui, lui, a été nommé pour seulement 1 an. Le pouvoir est tentant quand on y a goûté. Et c'est d'autant plus tentant que vos soldats, eux, la politique à Rome, ils n'y comprennent rien. Les discussions des sénateurs, c'est pas leur affaire. De toute façon, ils n'ont aucun droit politique. Mais ce que les soldats comprennent, c'est que le général est un des leurs. Il a partagé les mêmes dangers qu'eux, parfois même les mêmes privations. Sans parler des petites gratifications qu'il a pu leur accorder. Et il arrive un moment où le soldat est fidèle non plus à Rome, non plus à son pays, mais au général lui-même. Il serait facile de faire usage d'un tel pouvoir. Et ça n'a pas traîné. En 88 avant Jésus-Christ a lieu la première guerre civile, qui oppose, comme par hasard, Marius d'un côté, oui, le même Marius qui a fait la réforme, et de l'autre, Lucius Cornelius Sylla, son lieutenant. C'est Marius qui lui a tout appris lors de la guerre contre les Numides, et l'élève a surpassé le maître, puisque c'est lui qui remporte le conflit. Dictature, massacre, proscription. C'est sympa ça les proscriptions, il faudra qu'on en reparle. Mais en gros, ça consiste à placarder des listes d'hommes à abattre sur les murs de la ville. C'est propre, c'est clair, c'est net. En 79, Sylla abdique et renonce au pouvoir absolu. On peut avoir l'impression que les choses reprennent leur cours normal, que les institutions fonctionnent à nouveau correctement, que l'état de droit est rétabli et que l'on vote de façon efficace. Mais dans les décennies qui vont suivre, les crises vont se succéder à un rythme affolant. Conjuration de Catilina, triumvirat entre César, Crassus et Pompée, guerre civile entre Pompée et César, assassinat de César, guerre civile entre les assassins de César d'un côté et de l'autre Octave et Marc-Antoine, guerre civile entre Octave et Marc-Antoine entre eux. Vous comprenez donc que lorsqu'Octave remporte la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, en éliminant les dernières troupes de Marc-Antoine, la République romaine est morte depuis longtemps, et le pays est mûr pour une tyrannie de longue durée. Octave va prendre le nom d'Auguste et instaurer ce qu'on a appelé l'Empire, ce qu'il vaudrait peut-être mieux appeler le Principat d'ailleurs, parce que le mot imperator en latin a un autre sens, c'est un titre militaire, une sorte de maréchal, si vous voulez. Ne croyez pas que le régime soit stabilisé pour autant. Dans les 5 siècles qui vont suivre, 50% des empereurs romains vont mourir de mort violente. Assassinat, suicide, des choses de ce genre-là. À peu près, 50%. C'est une place très demandée, tout le monde a envie de devenir empereur. Le rester, c'est une autre affaire. Et voilà comment, à cause d'un problème de logistique et de communication, le système politique romain avait atteint ses limites, de la même façon que le territoire lui-même avait atteint ses limites. C'est arrivé à peu près au même moment, sous le règne d'Auguste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos vont venir prochainement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le bas. Je ne m'en offusquerai pas. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires, me poser des questions, et je vous dis à bientôt sur Ctema.